Au sommaire de ce journal, incendie au lycée Mwanga de Kolwezi. La communauté nationale en émoi après les images montrant les élèves en débandade cherchant où fuir le feu. Le bilan humain et matériel serait considérable. Aucun chiffre pour l'heure n'a été avancé et la cause de l'incendie n'est pas non plus connue. Et dans ce journal, nous parlerons également du 33e anniversaire de la démocratisation de la République démocratique du Congo à partir du fameux discours de Mobutu. Vous suivrez un récit qui retrace justement les faits. Et au Burkina Faso, la justice a ouvert une enquête après le meurtre des dizaines d'hommes et des jeunes exécutés par des hommes arrivés dans le village de Karma en moto et en pick-up. On parlera également culture dans ce journal. 7 ans déjà depuis la disparition de Papa Wemba, la star de la rumba congolaise. Nous serons en ligne avec Didier Bokelo pour savoir comment s'organise le groupe Vive la Musica actuellement. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans ce journal. Les images font froid dans le dos. Les élèves qui sautent du premier étage de leur école pour tenter de se sauver des flammes. Les lycées Mwanga de Kolwezi a pris feu cet avant-midi pendant les heures de cours. Les autorités provinciales n'ont toujours pas communiqué sur le bilan humain et matériel de cet incendie, mais l'on craint de nombreuses pertes en vie humaine et des lourds dégâts structurels. La lenteur des secours a suscité l'indignation de la population et a fait ressurgir la question de la protection anti-incendie dans des bâtiments publics. Et la flambée du prix du sac de farine de 25 kg à Lubumbashi et à Kolwezi dans le Grand Katanga, la population s'inquiète de l'inaction des autorités. La Zambie, pays fournisseur de cette denrée alimentaire, joue les caprices en cette période, certainement à cause de la guerre russo-ukrainienne. Toutes les politiques mises en place pour booster le secteur agricole ne semblent pas produire les effets attendus. Pendant ce temps, les consommateurs du maïs dans ces deux grandes villes de la RDC grincent les dents. Crispin Chimikoufwa. Il faut débourser jusqu'à 110 000 francs congolais pour se procurer un sac de farine de maïs de 25 kg dans les grands Katanga, notamment dans la ville de Lubumbashi, au Katanga, et Kolwezi, là-bas. La revanche du sol sur les sous-sols tant vanté par Kinshasa se fait toujours attendre et les gestionnaires de toutes ces nouvelles provinces issues de l'ancien Katanga n'ont visiblement pas su mettre en place des politiques agricoles efficaces et pérennes, envie de prendre de l'avance sur les perpétuels caprices de la Zambie, grand fournisseur de cette denrée alimentaire dans ces deux villes précitées. Sur terrain, la population ne sait à quel sens se vouer pendant ce temps que de pleurs et des grincements de dents. Nous qui vivons ici au là-bas précisément à Kolwezi, on ne comprend plus rien. Les sacs de farine actuellement, c'est 112 000 francs chez Kin Marché. Sur les marchés, dans des boutiques, c'est à 85 000 francs, 90 000 francs. Les autorités ne font plus rien pour nous. On ne comprend rien. Avec ça, où va le Congo? Donc la situation est vraiment inquiétante. Le gouvernement provincial essaye de faire des promesses pour revoir le prix, mais on essaye aussi de prendre des informations au niveau de la Zambie qui nous produit ou qui nous fournit régulièrement cette farine de maïs. Mais paraît-il que le problème persiste aussi de ce côté-là. Il y a eu une faible production liée à la saison pluvieuse dernière. C'est ce qui a fait à ce que l'on connaisse cette flambée de prix par rapport à ce produit aussi important pour la population katangaise en général et louchoise en particulier. Bon nombre d'observateurs s'interrogent comment, dans un pays comme la République démocratique du Congo, avec des millions d'hectares de terres arables et où il pleut presque toute l'année, l'autosuffisance alimentaire est encore un mot creux que l'on prononce à des occasions de colloques et autres rassemblements sans lendemain. Et pourtant, le pays de Lumumba peut nourrir toute l'Afrique selon des spécialistes. Actuellement, c'est très facile de pointer du doigt accusateur la guerre russo-ukrainienne, mais en attendant, ventre affamé, dit-on, n'a point d'oreille.
Les entreprises publiques peuvent-elles, à l'état actuel, relever le défi de redressement du tissu économique en RDC? Une des missions assignées par le chef de l'État, mais curieusement, c'est la même politique qui empêche toute orthodoxie de s'installer. Que doit faire le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, pour revoir cette réalité des choses? Faut-il un autre casting? Élément de réponse dans ce dossier de la rédaction avec Jean-David Kilolo. Qu'est-ce qui se passe au sein des entreprises publiques? Jadis considérées comme des canards boiteux, aujourd'hui le gouvernement s'y appuie pour la relance de l'économie nationale et améliorer les sociales des Congolais. Ce qui a fait à ce qu'il y ait plusieurs réformes à la matière. Mais hélas, la situation au sein de certaines entreprises laisse à désirer. Des Sonaïdroc en passant par la SNL pour chuter par le FPEF, l'on assiste aux affrontements entre les mandataires des sociétés commerciales pour des buts inavoués. Si à la Société nationale d'électricité, un technocrate a été écarté pour des raisons purement politiques, à la Sonaïdroc et au FPF, les présidents des conseils d'administration n'ont pas hésité un seul instant à pouvoir déroger aux règles à la matière en suspendant les directeurs généraux, en évoquant plusieurs raisons qui, selon certains juristes, ne sont ni légales ni réglementaires. Erreur de casting, l'on s'interroge. Tenez, à la Sonaïdroc, la suspension du DG a fait couler encre et salive jusqu'à ce que l'IGF a pris sa défense. Mais du côté de FPEF, c'est encore un autre débat qui vient s'ajouter. Les Congolais s'interrogent sur la motivation du conseil d'administration du Fonds de promotion de l'éducation et de la formation. Pourtant, nul n'ignore la pertinence des missions assignées à cet établissement public dans le but d'améliorer la qualité de l'éducation et de la formation de la jeunesse congolaise. Ce qui n'a pas empêché au PCA d'ouvrir un front contre son DG, Guy Wembo. Des sources proches du dossier au ministère de l'EPST, qui est d'ailleurs la tutelle du FPF, il revient qu'une véritable bataille est en train de sévir au sein de cet établissement public. C'est depuis le 14 avril que le PCA a signé une décision portant suspension du directeur général. Il lui a reproché le manque de transparence dans la gestion, le manque de collaboration avec le conseil d'administration, les engagements financiers au-delà des limites. Pour les juristes avérés, il y a lieu de constater qu'à la lumière du contenu de la décision et surtout des griefs mis à la charge du directeur général du FPE et qui n'est fait mention d'aucun fondement légal ni moins encore réglementaire. Les nœuds du problème, selon certaines indiscrétions, se trouveraient au niveau de l'affectation réelle des fonds. Le conseil d'administration reprocherait au directeur général de ne pas être ouvert et son manque de collaboration, laquelle collaboration considérerait à ouvrir plusieurs comptes pour recueillir les fonds alloués et à la longue trouver les voies et moyens de contenter mieux, de récompenser ceux qui auraient pesé de leur poids pour sa nomination. Le problème de la République démocratique du Congo demeure l'homme. Celui-ci est prêt à mettre en péril l'avenir de toute une nation pour garantir ses propres intérêts. Au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, d'ouvrir l'œil et les bons pour sauver les entreprises publiques. Et puis affaire Bukanga Lonzo, l'on vient de l'apprendre, la Cour de cassation se déclare incompétente pour juger l'ancien Premier ministre Matata Ponyo. L'information est confirmée par les avocats conseils de l'ancien Premier ministre dans l'affaire de la débâcle du parc agro-industriel de Bukanga Lonzo. Élément à revoir certainement avec plus de détails dans notre prochaine édition. 24 avril 1990, 24 avril 2023, cela fait exactement 33 ans depuis que Mobutu Sese Seko, président du Zaïre, annonçait la fin du monopartisme et le retour du pluralisme dans le pays. Après 25 ans de règne sans partage, le dictateur acceptait finalement d'instaurer un système politique plus ouvert et démocratique. Retour sur les faits dans ce récit. Comprenez mon émotion. Le 24 avril 1990, Mobutu Sese Seko, président du Zaïre, annonçait la fin du parti unique, le mouvement populaire de la révolution et le retour au pluralisme dans le pays en limitant le nombre de partis politiques à 3, c'est-à-dire le MPR et 2 autres partis. Mobutu, qui était au pouvoir depuis 1965, avait mis en place un régime autoritaire et avait fait du MPR le seul parti
légale du pays. Le Zaïre était alors plongé dans une longue période d'instabilité politique et économique fragile, marquée par la corruption, l'inflation galopante, des violations de droits de l'homme. 62 ans après, plusieurs polémiques autour de cette décision. Bien que le multipartisme soit un principe indispensable parmi tant d'autres de la démocratie et que la démocratie pluraliste, modèle choisi par la RDC, se fonde sur la reconnaissance de la légitimité d'une pluralité effective des partis politiques, mais le parti politique n'est pas une société commerciale que tout le monde peut créer en vertu du libéralisme démocratico-économique et dont le fonds de commerce et le désordre politique des violations de droits fondamentaux en vue de conquérir le pouvoir. Étant donné qu'un tel désordre a l'impact négatif d'abord au développement de l'État, ensuite à la consolidation d'un État de droit et enfin au respect des droits humains, il faut que le droit encadre le phénomène de la prolifération des partis politiques en RDC. Cela est un besoin que nécessite cette diversité ethnico-tribale. Comme l'a si bien dit Gauthier, vaut mieux une justice qu'un désordre. Cette pensée fait de l'ordre l'objectif sans concurrent de droit. De la sorte, les Congolais doivent faire un bon usage des principes démocratiques pour le bien-être de la République démocratique du Congo, car la démocratie mal comprise ou abusivement utilisée risquerait de mettre le pays dans un dilemme de développement. Et puis en société, on se rend dans le quartier industriel de la commune de Limete où les initiatives privées tentent de répondre aux problèmes sociaux et économiques que rencontre la population. Yves Bapa et sa fondation, par exemple, ont inauguré un pont construit sur fonds propres dans le quartier. Moïse Tiamala était allé le voir. Après les quartiers Monsoso, Mombele, Masiala et Kingaboa, c'est au tour de la cellule Tombola City, faisant partie de la fondation Yves Bapa, de recevoir les présidents de leur fondation. Dans une parcelle remplie de femmes et de jeunes, les leaders de Limete, Yves Bapa, était accueilli comme un roi avec des chants et des danses à son honneur. Sur place, il a livré un discours motivant, incitant tous les membres de sa fondation à devenir autonomes financièrement. Pour ce, il avait amené avec lui des chariots et une somme consistante pour la cellule Tombola City. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Comme partout où il passe, Yves Bapa ne cesse de laisser des traces indélébiles. Les quartiers industriels d'Ilandos a bénéficié d'un pont reliant plusieurs avenues de l'Est à celles de l'Ouest. Nayawa pour la politique était mais nayawa réel besoin au bango balelaki. Nazali né grandi na Limete la kisi na botami na mabele na leka place ko. Nali mopayate tant que notable ya mabele na vision à chef de l'état et comment qui pembeni kolela na bango yaki na bureau na ngai na lobaki na kotia makoki parce que ndambe nde ko makoki à permettre les lots to sali pont oyo et puis to sali financement ya ba maman. Satisfaits, les habitants de ces coins ont remercié Yves Bapa qui matérialise la vision du chef de l'État avec ses actions. Il s'est dénoté que ces ponts a été construit sur fonds propres. On passe à l'actualité en Afrique à présent. Le Burkina Faso, une nouvelle fois endeuillé. Une soixantaine de civils ont été tués dans le nord du pays par des hommes en tenue de l'armée, a déclaré dimanche le procureur local Lamine Kaboré. Cette attaque meurtrière intervient une semaine après la mort de 6 soldats et 34 volontaires pour la défense de la patrie, survenue dans une agression attribuée aux terroristes. Selon des habitants joints par l'AFP, des rescapés ont affirmé que plus d'une centaine de personnes à bord des motocyclettes et des pick-up ont fait une descente jeudi dernier à Karma. Des dizaines d'hommes et des jeunes ont été exécutés par ces hommes vêtus de tenues militaires. Et au Soudan, plusieurs pays mènent déjà des opérations de rapatriement de leurs ressortissants et de leur personnel diplomatique du pays, alors que la guerre entre l'armée et les paramilitaires fait rage depuis plus d'une semaine. À ce jour, les violences ont fait, selon l'OMS, plus de 420 morts. Ici de Héritier Tamboa.
Parmi les pays qui évacuent leurs ressortissants, il y a par exemple les États-Unis, la Turquie, quelques pays arabes, le Royaume-Uni et Irlande, les pays de l'Union européenne, pour ne citer que ceux-là. Ces opérations de rapatriement débutées depuis samedi dernier font suite aux combats meurtriers qui font rage depuis plus d'une semaine, notamment à Khartoum, capitale du Soudan. Selon le chef de la diplomatie européenne, Joseph Borrell, plus de 1000 ressortissants de l'Union européenne ont été évacués ce lundi. C'est une opération complexe, mais elle a été couronnée de succès, a déclaré ce dernier à marge d'une réunion des ministres européens des Affaires étrangères au Luxembourg. Par ailleurs, l'Égypte a annoncé l'évacuation par voie terrestre de 436 ressortissants. Du côté de la France, selon les ministères français des armées, 150 militaires ont été déployés pour l'opération d'évacuation nommée Opération Sagittaire. Il a confirmé par la suite que ces pays évacuaient d'autres ressortissants européens, signalant que les évacuations ont eu lieu vers Djibouti avant le retour en France. Samedi, l'Organisation mondiale de la santé OMS a rapporté que le nombre des morts dans les affrontements au Soudan était passé des 420 et celui des blessés à 3700. Les médias américains, dont l'Associated Press AP, ont rapporté que plus de 420 personnes, dont 264 civils, avaient été tuées et plus de 3700 autres blessés dans les affrontements ayant éclaté entre les forces armées soudanaises et les forces des paramilitaires des soutiens rapides. Et la culture avant le sport, 24 avril 2016, disparaissait le roi de la rumba congolaise, Papa Wemba. 7 ans après, le souvenir demeure encore intact. Ce matin, les membres de sa famille biologique, ses anciens collaborateurs musiciens et administratifs de Viva la Musica, ainsi que des fans, ont effectué, comme qui dirait, un pèlerinage à la nécropole entre terre et ciel pour s'incliner devant la tombe du chanteur à la voix de Rossignol. À Kinshasa, une série d'activités commémoratives et organisée, notamment au couloir Madiankoko à Matongé, afin de saluer musicalement sa mémoire. Une messe d'action de grâce est prévue cet après-midi à la paroisse Saint-Joseph de Kalamou. Toutefois, les mélomanes attendent encore voir la date du 24 avril retenue comme journée de la musique africaine à l'honneur de Papa Wemba, soit à sa juste valeur célébrée à la volonté des ministres africains des Affaires étrangères et ceux de la culture qui en avaient décidé quelques jours après sa mort, décédé en pleine scène du Festival des musiques urbaines d'Anoumabo Femua à Abidjan à l'âge de 66 ans. Jules Chungu Wembadio incarné la grandeur d'âme et l'humilité. Pour en parler, on est en ligne avec justement Didier Bokelo, qui est directeur administratif du groupe Viva la Musica. Bonjour Monsieur Didier. Papa Wemba, 7 ans après sa disparition, que reste-t-il encore de son héritage culturel? Papa Wemba reste un artiste à différentes facettes. Un artiste qui s'est adapté à plusieurs courants musicaux. Et vous le savez, en dehors de la rumba, qui était son courant musical principal, il a su s'adapter à plusieurs autres courants musicaux, à savoir le jazz, le blues, le tango, même le zouk. Il a interprété plusieurs morceaux musicaux qui essayaient d'illustrer ces différents courants, comme je le disais. Et aujourd'hui, nous savons tous que la rumba congolaise a été inscrite comme patrimoine immatériel de l'UNESCO. Et parmi les gens qui ont pu apporter beaucoup dans la rumba, Papa Wemba fait partie. Donc, nous pouvons juste dire que voilà, son héritage culturel est très grand. Papa Wemba a pu valoriser sa culture. Donc ça, c'est une dimension artistique qui est aussi importante. Merci beaucoup Didier Bokila. Effectivement, son héritage culturel est très grand. Les sports à présent, l'incertitude demeure sur la reprise du championnat national malgré la publication du calendrier vendredi par la commission de gestion de la Linafoot. Sur le continent, les joueurs congolais ont été plutôt décisifs avec leurs clubs respectifs. Le point avec Christian Boukaya qui me rejoint de l'autre côté du plateau pour le panorama sportif. Christian Boukaya, bonjour et bienvenue à vous. Mais voici, bonjour, merci beaucoup Gaëtan. On commence plutôt en boxe, Christian. Martin Bacolé qui a battu Hulk
par KO en Pologne. Effectivement, nonobstant quelques polémiques qui ont émaillé cette victoire depuis l'affaire de $100 000 sur le ring. Il faut dire Martin Bacolé a bien entamé en tout cas les combats en mettant bien sûr en doute Hulk dès le premier round jusqu'à l'envoyer même au tapis. Au deuxième round, Bacolé enchaîne des coups précis, mais son adversaire avait du mal à se défendre. C'est ainsi qu'au troisième round, l'arbitre va arrêter le combat. C'était la 19e victoire pour le pugiliste congolais et la première défaite pour l'Ukrainien qui est classé 96e au classement mondial. Il faut dire qu'après son combat, on va dire imaginaire face à Michael Hunter, finalement, Bacolé a pu être sur le ring et c'était bien sûr samedi face à Hulk en Pologne. Justement, c'était un vrai combat cette fois-ci avec Martin Bacolé. On passe à la Lina Foot à présent. La reprise du championnat toujours incertaine. Pourtant, la commission de gestion de la Ligue nationale de football avait publié depuis vendredi son calendrier. Ce calendrier prévoit la reprise pour le 5 mai prochain, comme on peut bien voir sur ces tableaux de match. Ce sera avec le match tout-puissant Mazembe Angleterre, jeunesse sportive de Kinshasa. Maniema Union jouera les 6 contre la formation de Renaissance du Congo. Sur le site officiel du club, Mazembe, bien sûr, on peut lire, c'est un calendrier qui tombe après plusieurs hypothèses et supputations autour d'un chronogramme, irréalisable et irréaliste. Plus de 100 matchs à disputer pendant 55 jours. Voici l'autre ballon d'essai qui risque d'être dégonflé dès son lancement après plus de 4 mois d'arrêt. Fin des citations. Signalons que la DEFCO va se réunir ce lundi pour analyser tout le paramètre pouvant permettre bien évidemment le décaissement des fonds par le gouvernement congolais. On reviendra sur ça dans nos prochaines interventions. Effectivement, et le tournoi interuniversitaire, l'INBTP qui remporte la première édition. Effectivement, c'était au stade de martyrs de la Pentecôte que l'Institut national de bâtiments et travaux publics avait battu l'ISAM à l'issue de la séance des tirs au but. On peut d'ailleurs revoir ça en image. Au temps réglementaire, le score était d'un but partout et c'est bien le ministre des Sports et Loisirs, François-Claude Kaboulou-Mona Kaboulou, qui avait clôturé la première édition de ces tournois interuniversitaires organisés par la Fédération congolaise de football association. Une façon pour la FECOFA, bien sûr, d'encourager la pratique du football féminin dans les milieux universitaires. Alors, je découvre, je ne savais pas qu'il y avait autant de filles comme ça à l'INBTP, précisément, Christian Bokaya. Interclub de la CAF, les joueurs congolais décisifs avec leurs clubs respectifs. Alors là, on va parler des Jean Balé Kotos et des fistons Maël et Kalala. Mais on commence d'abord en Ligue des Champions, comme d'habitude, où Simba SC de la Tanzanie a battu petitement le Wydad Athletic de Casablanca grâce à l'unique réalisation des Jean Balek et Otos. Al-Arli a fait l'essentiel sur la pelouse sur sa pelouse, bien sûr, en s'imposant 2-0 devant le Raja de Casablanca. Mamelodi Sundowns a étrié CR Belouizdad 4-1. JSK s'est incliné à domicile devant l'Espérance de Tunis. En Coupe de la Confédération, comme on peut voir sur ces images des Young Africans, fiston Mayele Kalala a porté bien sûr sur ses épaules frêles Young Africans de la Tanzanie. Le joueur congolais a inscrit 2 buts face au club nigérian de Rivers United. C'était bien sûr en déplacement. Pyramide FC a été accroché par Marumo Galante, 1 but partout. Il y avait également un autre match nul des 0 buts partout entre l'US Monastir et l'ASEC Mimosa de la Côte d'Ivoire. Merci infiniment Christian Bokaya pour cette chronique sportive. Et c'est moi qui vous remercie Gaëtan. Et c'est le rappel des titres à présent. Incendie au lycée Mwanga de Kolwezi, la communauté nationale en émoi après les images montrant les élèves en débandade cherchant où fuir le feu. Le bilan humain et matériel serait considérable. Aucun chiffre pour l'heure n'a été avancé par les autorités et la cause non plus n'est pas toujours connue. Et 33 années déjà depuis le discours de l'Ancélé, le discours marquant le retour de la démocratie en RDC. Nous avons fait un récit retraçant justement toute cette péripétie. Au Burkina Faso, la justice a ouvert une enquête après le meurtre des dizaines d'hommes et des jeunes exécutés par des hommes arrivés dans le village de Karma en moto et en pick-up. Et
Et on a parlé culture dans ce journal, 7 ans déjà, depuis la disparition de Papa Wemba, la star de la rumba congolaise. Selon Didier Bokila, directeur administratif de Viva la Musica, l'héritage culturel de Papa Wemba reste très grand. La revue de presse est dans un instant, restez avec nous. Et la lecture des journaux pour ce début de la semaine, c'est avec Benjamin Moudiata qui est déjà là. Bonjour Benjamin et bienvenue à vous. Merci à vous Gaëtan Kouba Boranzi. Un seul titre pour votre revue de presse. Malgré le déploiement de la force régionale, les M23 reprennent des positions au Nord Kivu. Qu'en disent exactement les tabloïds? Exactement, Gaëtan Kouba-Boronzi, les tabloïds parus ce lundi à Kinshasa se sont les plus penchés sur la situation sécuritaire dans la partie est de la République démocratique du Congo, où malgré les déploiements de la force de l'EAC et tous les accords liés au retrait des troupes de M23, ces derniers continue de regagner de la position. C'est ce que nous rapporte bien sûr le média en ligne radio-okapi.cd en titrant « Nord Kivu, le gouverneur dénonce la reprise de certaines positions par le M23 malgré le déploiement de la force de l'EAC ». Cet article souligne que le gouverneur de la province de Nord Kivu, le général Constant Ndima, n'a pas caché son regret de voir le M23 reprendre quelques positions qu'ils avaient abandonnées il y a beaucoup de jours. Déjà, quelques localités aussi du territoire de Rutshuru, notamment Congomedia.net, aborde le sujet sous le titre « Nord Kivu, les combattants du M23 renforcent leur position dans la zone de Massissi, Rutshuru et Nyiragongo ». Dans ses colonnes intérieures, Gaëtan, ce média rapporte que c'est ce qu'a fait savoir les patrons de la Défense nationale, Jean-Pierre Bemba Gombo, au cours du Conseil de ministres du vendredi 21 avril 2023. D'après lui, le différent mouvement de ces rebelles et leur concentration sur l'axe Busendo-Pont-Maïnga confirme ce renforcement et présage des attaques contre des positions de FARDC. Sur le même sujet, Gaëtan, il y a Politico.cd qui a titré « Agression dans l'Est, le tandem RDF-M23 se renforce sur la RMD pour attaquer les positions FARDC ». Toujours en faisant allusion aux propos du patron de la Défense nationale, cet article souligne, selon le compte rendu de ce conseil, dans le Massissi, le M23 RDF réfracteurs ont attaqué une patrouille des éléments burundais à la hauteur de la localité de Malch sur l'axe Sake-Kichanga. Tout porte à croire, selon ce média, que le M23 ne se sont jamais retirés, mais surtout continue de renforcer et pire, menacer des troupes ou les troupes ou les positions des FARDC, l'armée loyaliste, dans la partie est de la République démocratique du Congo. Gaëtan. Merci beaucoup Benjamin Moudiata pour cette revue de la presse nationale et bon après-midi à vous. Merci beaucoup. Et c'est par ici que se referme ce journal. Merci à vous également de l'avoir suivi. L'actualité reste en continu sur votre chaîne. L'actualité reste en continu